Pour l'épisode numéro 16 de l'Alchimie d'un roman, je vous propose un voyage aux antipodes, au cœur d'un pays que j'affectionne particulièrement, le Japon. Le Japon et sa star littéraire du moment, Haruki Murakami, un auteur incontournable et symbolique d'une certaine façon de penser et d'écrire, tellement éloigné de nos standards cartésiens. Et pour aborder cet auteur incroyablement fécond, je vous propose son livre le plus célèbre, à juste raison, Kafka sur le rivage. Alors comme d'habitude, dans cette série, nous décortiquerons ce roman ensemble selon les 4 dimensions alchimiques: le style, l'élément aquatique, la fiction, l'élément aérien, le milieu, l'élément de la terre, et le message, l'élément du feu. Et nous verrons bien si cette alchimie toute occidentale nous permet d'y comprendre quelque chose à la philosophie nippone. Allons-y. Et pour commencer, tentons de résumer l'intrigue de ce roman de 600 pages. Je vous préviens tout de suite que la tâche est compliquée, tellement Kafka sur le rivage est une histoire touffue. Mais qu'à cela ne tienne, au moins nous aurons essayé, en une minute chrono et un peu plus si nécessaire. Alors ce livre raconte deux histoires parallèles. La première est l'histoire d'un adolescent qui se fait appeler Kafka Tamura. Au début du livre, il fugue et se sauve de chez lui à Tokyo. Il se sauve pour échapper à une prophétie que lui fit son père jadis, une prophétie très oedipienne: tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Kafka, en effet, a une mère et une sœur qui ont disparu quand il avait l'âge de 4 ans et il ne les connaît pas. Parti de Tokyo, il s'installe à Takamatsu, petite ville de l'île de Shikoku. Là, il est accueilli par Oshima, un bibliothécaire hermaphrodite, et il tombe amoureux de sa directrice, Mademoiselle Saeki. Mademoiselle Saeki est une femme triste qui se morfond depuis 20 ans, depuis que l'amour de sa vie est mort dans une manifestation étudiante. Un jour, Kafka Tamura se réveille amnésique et couvert de sang, et il apprend qu'à Tokyo, son père est mort poignardé au même moment. Puis il couche avec Mademoiselle Saeki et viole en rêve Sakura, une jeune fille qu'il a connue en arrivant sur l'île. Un peu embrouillé par tous ces événements, il se retire dans une forêt, il se perd, il y revoit Mademoiselle Saeki, à moins que ce ne soit sa mère. Il hésite à rester au plus profond des bois, mais il décide de rentrer à Tokyo et d'affronter la réalité. Tout ça c'est déjà bien, mais en parallèle on suit une autre histoire, celle de Nakata, un simple d'esprit depuis son enfance, mais qui a le pouvoir de parler aux chats. Un jour, il découvre un serial killer de chats qui a l'apparence de Johnny Walker. Il le poignarde et le tue, puis son instinct lui dit qu'il doit entamer un grand voyage. Alors il part de Tokyo pour trouver une certaine pierre de l'entrée dont il a une vision. Il arrive sur l'île de Shikoku, guidé par les bons conseils du colonel Sanders, le moustachu de l'enseigne de Kentucky Fried Chicken. Puis il aboutit forcément à la bibliothèque de Takamatsu, où il rencontre Mademoiselle Saeki qui lui confie ses souvenirs sous la forme de cahiers qu'il doit brûler. Il ouvre la fameuse pierre de l'entrée, puis il meurt, et Mademoiselle Saeki meurt aussi. Bon sang, qu'est-ce que tout ça peut bien signifier ? Alors on voit tout de suite que cette histoire est une tragédie grecque. D'ailleurs, si on ne le voit pas, les personnages le disent eux-mêmes, c'est la tragédie d'Œdipe, c'est-à-dire l'archétype du roman d'apprentissage. Un adolescent s'attaque à la réalité du monde et solde son enfance pour devenir un adulte. Ok pour Œdipe. Mais au-delà du thème, la tragédie grecque est surtout présente dans ce livre en termes de structure. Kafka sur le rivage a la structure d'une tragédie grecque. Et ce qui caractérise une tragédie à la grecque, c'est d'abord la force et l'omniprésence du destin. En permanence, les personnages sont aux prises avec des coïncidences extraordinaires et avec un hasard qui en réalité n'en est pas un. Les événements se ressemblent, Kafka se réveille plein de sang alors que Nakata, à 1000 km de là, poignarde Johnny Walker et que le père de Kafka est étrangement assassiné. Les personnages se ressemblent, Mademoiselle Saeki était amoureuse il y a 20 ans d'un sosie de Kafka. La jeune Sakura a l'âge qu'aurait la sœur de Kafka, qui est aussi exactement l'âge d'Oshima, l'hermaphrodite de la bibliothèque, etc., etc. Et ainsi Murakami nous bombarde de coïncidences en permanence au point que ça devienne le canevas intime de son intrigue. Mais il nous mettra la puce à l'oreille par la bouche de son personnage: le hasard n'existe pas. Ah tiens, ce ne sont donc pas de vraies coïncidences ? Il confirme en citant Tchekhov. La nécessité a une structure différente de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lecteur occidental oublie ta logique cartésienne. Le monde de Murakami est guidé par une sorte de hasard déterministe issu de la tragédie grecque et que Murakami appelle l'ironie. Ok, une fois qu'on a accepté ça, voyons où la tragédie et son hasard truqué nous mènent. Et puis, intéressons-nous aussi à la deuxième ligne du récit, l'histoire de Nakata. De ce côté-là, pas de problème oedipien, pas de tragédie grecque. Nakata avance à l'aveuglette dans un monde incroyablement fantastique et onirique. Et l'aventure de Nakata, un chapitre sur 2, tire le récit en permanence vers le fantastique et vers la poésie, un monde où tout est vrai mais pas vraiment, une sorte de réalisme magique à la Garcia Marquez. Nakata parle au chat. Il n'a qu'une moitié d'ombre, il croise Johnny Walker en serial killer des chats, puis le colonel Sanders de Kentucky Fried Chicken, qui joue le macro d'une putain philosophe qui cite du Bergson au milieu d'une fellation.
Et tout cela bien sûr n'est pas gratuit. La tragédie grecque tout à l'heure nous bombardait de fausses coïncidences, qu'en tragédie on appelle le destin. Le style fantastique ajoute à ces coïncidences une dimension métaphorique, parce que bien sûr, à force de rencontrer autant de hasards incongrus, on finit par comprendre que ce sont des symboles. Murakami d'ailleurs nous le dit fort clairement, la symbolique est indissociable de la poésie. Et ainsi, sous le charme, notre cerveau de lecteur se met immédiatement à chercher un sens à chacun de ces symboles. Les deux premiers éléments alchimiques, l'eau et l'air, se mêlent et convergent. La première ligne du récit, la tragédie, rencontre chapitre après chapitre la grande foire aux symboles qui est le deuxième récit. Et le fantastique nous donne une sorte de grille de lecture, il nous dit que tout cela n'est pas réel, que le monde est symbolique. Kafka Tamura d'ailleurs se fait la même réflexion que nous, et il dit « Personne ne tue réellement son père, n'est-ce pas ? Personne ne couche réellement avec sa mère. » Mais on n'est pas sûr. Ce que décrit Murakami, est-ce un rêve ou une réalité ? Ce que l'on voit, ce que l'on lit, est-ce réel ou est-ce surnaturel ? Murakami fait dire à l'un de ses personnages « Ce qu'on nomme l'univers du surnaturel n'est autre que les ténèbres de notre propre esprit. » Et Kafka Tamura ajoute « Ce qui est extérieur à toi, c'est la projection de ce qui est intérieur. » Alors, avec notre esprit occidental, on cherche naturellement une explication psychanalytique à cet environnement fantastique et symbolique. Pourquoi pas, puisque Freud nous a appris à interpréter les rêves. Mais attention, Kafka sur le rivage n'est pas un roman occidental. Kafka sur le rivage est un roman japonais. Au début, on ne s'en rend pas compte et on considère l'histoire de Kafka Tamura comme une de ces histoires classiques dont nous avons l'habitude. Et puis on rencontre Nakata et peu à peu on s'enfonce dans des images et dans un univers qui ne sont pas de chez nous. Un univers d'esprit tourné vers la nature. On parle avec les chats, l'objet de notre quête est une pierre quasi divine qui pourtant n'est qu'un gros caillou. C'est le monde du Shinto, une religion animiste, un monde où les dieux, je devrais dire les esprits, sont dans les animaux, les cailloux et les arbres. Un monde où il existe des esprits vivants, sortes de fantômes qui vagabondent autour des gens sans attendre leur trépas. Kafka Tamura rencontre ainsi le fantôme de Mademoiselle Saeki quand elle avait 20 ans, une sorte d'incarnation du passé. Johnny Walker et le colonel Sanders sont aussi ce genre d'esprits proches du Shinto. Des esprits qui adoptent la forme qu'ils désirent, comme Kitsune, la femme renard de la mythologie japonaise. La seule différence étant qu'ici, ils choisissent une forme moderne, une forme américanisée à l'image du Japon d'aujourd'hui. Et cette philosophie shinto est vite rattrapée par la philosophie bouddhiste, car les Japonais souvent sont à la fois bouddhistes et shintoïstes sans choisir l'un ou l'autre. Le bouddhisme, pour simplifier, c'est la religion du grand tout, c'est la fusion des êtres et du monde par-delà l'espace et le temps. Et tiens, regardez dans ce roman comme les personnages fusionnent. La mère de Kafka Tamura et Mademoiselle Saeki sont la même personne, et en même temps elles sont deux personnes différentes. Idem entre son père et Johnny Walker, idem bien sûr entre Kafka lui-même et le vieux Nakata. Les personnages fusionnent aussi dans le temps. Nakata à 60 ans représente la vieillesse de Kafka Tamura lui-même, ce qu'il deviendrait s'il ne réglait pas ses problèmes intérieurs. Et Kafka en même temps est le sosie du fiancé de Mademoiselle Saeki il y a 20 ans. Comme le dit Nakata, il y a tout, il n'y a pas de parti, ce n'est pas la peine de penser à des choses compliquées, il suffit de se laisser flotter dans ce tout. Alors Kafka sur le rivage baigne ainsi dans la culture japonaise ? Oui, mais ce qui fait la grandeur de ce roman est le nombre incalculable de ponts qu'il jette entre cette culture japonaise et les pensées occidentales. Les âmes sœurs, les doubles, c'est la pensée de Platon qui professait que chaque être humain recherche la moitié dont il a été séparé. Le grand tout bouddhiste de Nakata, c'est aussi Goethe qui affirme « la création tout entière est une métaphore ». Sans parler d'Oedipe bien sûr et des citations innombrables qui ponctuent le livre, Franz Kafka, les Mille et une nuits, Tchekhov, Bergson et les musiciens Beethoven, Haydn, Schubert, etc., etc. Et le feu alors ? Et le message ? Il est complexe. C'est un message humain qui porte avant tout sur l'apprentissage et le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors au degré zéro, c'est Oedipe au sens freudien du terme. Freud nous disait que pour passer à l'âge adulte, il faut tuer son père et coucher avec sa mère. C'est en quelque sorte ce que fait Kafka Tamura devant nous à la sauce japonaise. Mais s'arrêter là serait extrêmement réducteur. Et Murakami nous aide à pousser la réflexion un cran plus loin. Il nous aide à comprendre avec son Kafka Tamura le véritable apprentissage de ce roman. Pour grandir, il faut accepter la liberté et la réalité. La réalité d'abord. Pendant tout le roman, Kafka Tamura se demande ce que sont devenus sa mère et sa sœur, le rôle qu'a joué son père dans cette disparition, pourquoi sont-elles parties sans lui, et pendant tout le roman, Kafka est tenté de se retirer du monde pour ne pas affronter ces questions. Il se retire dans la bibliothèque et dans la lecture, il se retire dans le passé et l'amour nostalgique de Mademoiselle Saeki, et enfin, après avoir ouvert la fameuse pierre d'entrée, il se réfugie dans la forêt sombre de son propre intérieur, son village onirique, le souvenir de sa mère et du traumatisme de la séparation.
Mais il décide de refermer la pierre, de laisser mourir Mademoiselle Saeki, il décide de rentrer à Tokyo et de vivre dans la réalité, une réalité qu'il accepte désormais en adulte. Et ce faisant, il accepte aussi de vivre libre. Voilà ce que c'est que de devenir un adulte. Devenir un adulte, c'est accepter la liberté. Et ce n'est pas facile. Nakata le dira avec son franc-parler, la plupart des gens ne veulent pas vraiment être libres. Si on leur donnait vraiment la liberté qu'ils réclament, ils seraient bien embêtés. Et voilà comment cette forme si rigide qu'a choisie Murakami, la tragédie grecque, nous porte exactement le message qu'il veut nous porter. On croyait que la prophétie « tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère » était une malédiction extérieure contre laquelle il fallait lutter, mais en réalité, cette prophétie vient de Kafka Tamura lui-même. C'est sa propre volonté, le chemin qu'il s'est fixé lui-même. Tuer son père, coucher avec sa mère, accepter cela et devenir un adulte libre. Le poids de la tragédie grecque, ce n'est pas le poids exogène du hasard ou du destin, c'est le poids de la réalité et de la liberté qu'il faut accepter en soi-même. Alors, Murakami est un auteur japonais ? D'accord, mais si on retire le décorum de sa culture, il reste un message dans le fond très occidental. Oedipe, les philosophes grecs, et l'on pourrait se demander en quoi son roman est tellement japonais. Eh bien, si on y regarde de plus près, on se rend compte que l'originalité de Kafka sur le rivage n'est pas dans le message que ce roman colporte, mais dans la façon de colporter. En fait, de façon très japonaise, Kafka sur le rivage n'apporte aucune réponse claire. Mieux, il ne pose non plus aucune question claire. Et l'ensemble de cette histoire baigne dans la vertu tellement japonaise qu'est l'ambiguïté. L'Occident a développé une civilisation du pourquoi, de la raison, des causes et des effets, des démonstrations et des raisonnements. Au Japon, au contraire, l'intelligence est attachée au comment. Comment doivent se faire les choses ? Comment elles se font de toute éternité ? Au Japon, on progresse, on se développe soi-même, non par la démonstration, mais par la comparaison, par l'accumulation d'expériences, par l'observation désintéressée du monde, par la métaphore. Murakami fait dire à son Kafka Tamura « Nous intégrons l'ironie de la vie grâce à cet instrument appelé métaphore. » Et voilà comment Murakami nous propose d'apprendre et de nous enrichir, d'apprendre ce que c'est que de devenir adulte, mais sans démonstration, sans discours psychanalytique. Il nous l'apprend par l'exemple, par la métaphore, par l'immersion dans un bain d'images et de sensations. Il nous l'apprend à la façon japonaise. Et voilà, c'est fini pour le numéro 16 de l'alchimie d'un roman. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous propose de découvrir l'ensemble de mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube en cliquant sur ce bouton. Vous retrouvez aussi mon actualité plus générale sur Facebook sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote ou sur mon blog depote.com/blog. Et si vous voulez m'encourager et me donner le tonus nécessaire à la réalisation des épisodes suivants, eh bien le plus simple, croyez-moi, est d'en parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues et de partager mes vidéos sur internet. Merci et à bientôt.